Pour présenter cette séance, il y aura Stéphane Chaudron, qui est référent produit formation électricité, et moi-même, Damien Lecam. Donc nous sommes deux à gérer cette gamme pour APAV. Et l'objectif de cette séance, c'est d'identifier la réglementation électricité, de citer les différents titres d'habilitation, et à la fin, choisir la bonne formation. Voilà. Donc on va simplifier notre message pour que ça soit accessible de tous et compréhensible. Donc sur vos écrans, comme on l'a indiqué sur la partie en haut à gauche, la petite main pour lever le pouce par exemple pour dire que vous êtes d'accord et que vous avez compris le message. En dessous de cette petite main, vous avez votre nom, votre prénom qui apparaît. Et à gauche de votre nom, prénom, vous avez cette fameuse main levée et un code couleur qui est actuellement vert pour la majorité d'entre vous qui indique que votre débit Internet est correct. Et donc comme ça, je peux voir que vous m'entendez correctement. Si ça passe en orange, c'est que votre débit Internet se dégrade. Et en rouge, c'est que ça devient critique. Voilà. Donc, si vous êtes expulsé de la classe, n'hésitez pas à vous reconnecter et vous reprendrez le fil conducteur de la séance. En bas de l'écran de navigation, vous avez la partie de chat. Donc là, ça vous permet de préciser votre secteur d'activité, mais également de poser des questions tout au long de la présentation. Alors, comme vous êtes assez nombreux pour ce webinaire, je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez. On n'aura pas forcément le temps d'y répondre durant cette heure. On risque de déborder sinon. Donc, posez vos questions. Nous, cet après-midi, on fera une extraction de la partie de chat et on vous apportera les réponses par mail. Voilà. Donc, est-ce que tout est bon pour tout le monde? Je regarde les pouces. Donc, il y a une majorité de pouces levés. Donc, c'est un très bon signe. Voilà. Donc, on va commencer par la partie réglementation en électricité pour remettre le contexte. Donc, la réglementation électrique et notamment l'habilitation est définie dans le Code du travail et ça a été modifié en 2011 par 4 décrets, dont le décret numéro 2010-1118 via des dispositions réglementaires qui sont codifiées en article R et notamment les articles R 45-44-1 à R 45-44-11. Donc tout ça dans le Code du travail. Alors, c'est assez complexe. Je vais faire quelques raccourcis volontairement pour que le message soit compréhensible. Voilà. Mais pour faire simple, les articles du décret fixent les objectifs à atteindre pour la prévention des risques électriques. Si je prends quelques exemples de ce décret 2010-1118 qui a modifié le Code du travail, si je prends l'article 45-44-4, il indique qu'on doit favoriser le travail hors tension. Si je prends l'exemple de l'article 5, on indique que le travail hors tension doit se réaliser sur une installation consignée. Autre exemple, le 9, qui indique qu'il faut être habilité pour travailler sur une installation. Et un dernier exemple, le 10 qu'on a pris, c'est donc le 10 indique que l'employeur doit s'assurer avant la délivrance du titre d'habilitation que le travailleur a reçu une formation théorique et pratique. Donc tout ça, c'est des objectifs à atteindre. Et justement, l'article 3 de ce décret, via l'arrêté du 20 novembre 2017, indique que pour atteindre ces objectifs, les normes recommandées sont la norme NFC 18510 pour les installations et la norme NFC 18550 pour les véhicules. D'accord? Donc on a le décret qui fixe les objectifs et les normes que je viens de citer qui indiquent comment atteindre cet objectif. Donc ces normes vont nous indiquer par exemple les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre dans un environnement à risque électrique. Ces normes vont indiquer également les obligations de l'employeur en termes de formation. Donc, quand je dis en termes de formation, c'est les objectifs de formation, les durées et les évaluations. Et ces normes vont indiquer également les différents
symbole d'habilitation existante. Voilà. Donc, on a le contexte général réglementaire. Il y a juste un petit point de vigilance sur l'article R4544-11 qui traite des travaux sous tension. Donc cet article-là a été modifié via le décret du 5 octobre 2016. Donc pour tous ceux que ça intéresse, donc, les travaux sous tension, le 1er février 2019, nous allons faire un webinar sur les TST. Donc on poussera l'information sur les réseaux sociaux. Et si le sujet TST, travaux sous tension, vous intéresse, on vous invite à laisser votre adresse mail sur le chat, par exemple, ou nous envoyer un petit message et on vous diffusera l'information. Donc le 1er février 2019. Donc là, on vient de voir la partie réglementaire d'une façon simplifiée. Alors, avant de rentrer dans la définition des symboles, donc de l'habilitation, on souhaitait définir avec vous les dangers électriques. Donc, on a mis en place un petit quiz. Donc, je vais lancer un petit quiz et je vous invite à y répondre, justement pour qu'on puisse connaître un peu votre niveau de connaissance sur les risques électriques. Voilà. Donc là, j'ai lancé le sondage et je vous invite à cliquer sur ce qui vous semble être bon. Donc la question numéro 1, il n'y aura qu'une seule question. Donner les dangers de l'électricité. Donc en 1, l'hydrocution, 2, l'électrocution, 3, les brûlures, 4, l'excitation et 5, l'électrisation. Voilà. Donc je vous invite à répondre à ce petit sondage. Donner les dangers de l'électricité. Alors, d'après ce qu'on peut voir à l'écran, votre niveau de connaissance est correct, hein, et même très bon, je dirais. On peut voir donc dans les réponses, la réponse numéro 2, électrocution, donc qui est correcte, hein. Donc on voit que voilà, il y a 58 participants qui ont répondu à la réponse numéro 2, donc c'est exactement ça, on va l'expliquer prochainement. Le niveau 3, c'est les brûlures. Voilà, donc on va voir aussi que le risque de l'électricité, enfin les dangers d'électricité, ça peut être les brûlures, c'est vrai. Et le troisième danger, ça peut être l'électrisation. Voilà, en numéro 5. Donc merci pour votre participation et on va pouvoir. Voilà. Je vais fermer le sondage, terminer le sondage, confirmer. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie, justement sur les risques électriques. Donc le premier risque électrique, c'est bien l'électrisation, comme vous l'avez indiqué dans le sondage. Et l'électrisation, en fait, c'est le passage d'un courant électrique dans le corps humain. Donc les conséquences de ce passage du courant électrique peuvent être de type brûlure, notamment au niveau du point de contact. Donc si mon doigt ou ma main touche des pièces sous tension, je vais être brûlé notamment au point du point de contact, mais je vais être brûlé aussi au niveau à l'intérieur du corps, au niveau du passage du courant. Donc ça peut être les organes aussi internes. L'autre risque avec l'électrisation, ça peut être la fibrillation cardiaque. Voilà. Donc on vous a mis deux images, une image où on est dans un milieu domestique avec un lave-linge, où une personne touche ce lave-linge et se fait électriser, avec des risques de brûlure, de fibrillation, et voire d'électrocution. Voilà. On peut voir un deuxième risque, c'est une mauvaise entrée de câble, là, un câble abîmé, voilà, dans une pièce d'eau, ça peut être dangereux, même en dehors d'une pièce d'eau. Le deuxième risque, ça peut être aussi dans le milieu industriel. Donc là, on peut voir une grande armoire électrique. Donc là, si je suis en train de manœuvrer, par exemple, un disjoncteur, il peut y avoir des risques d'électrisation si je touche des pièces sous tension. Et le risque est identique au milieu domestique avec le passage du courant dans le corps, avec des risques de brûlure, de fibrillation
Le deuxième risque qui peut se produire, c'est aussi ce qu'on appelle l'arc électrique, qu'on peut appeler également le court-circuit. Et le court-circuit se produit lorsque deux conducteurs sous tension se touchent. Voilà, donc si j'ai la phase et le nœud qui se touchent, ça va créer un court-circuit et les conséquences vont être un dégagement de chaleur très important pendant un temps très court. Donc ce phénomène va entraîner des brûlures graves, généralement au niveau du visage et des mains. Voilà. Donc si je prends l'exemple d'un opérateur qui est en train de travailler dans une armoire électrique, si la phase et le nœud se touchent, explosion, court-circuit, et le métal en fusion va être projeté sur tout le corps, et les conséquences vont être sur les parties du corps non protégées. Donc ça, c'est le deuxième risque de l'électricité. Et les autres risques, c'est les phénomènes connexes de type chute due à une électrisation. Donc on a pris l'exemple d'une personne qui travaille sur un escabeau. C'est bien, c'est pas bien, on peut échanger sur le sujet. Mais typiquement, si je change un appareil d'éclairage sur un escabeau et que je reçois un choc électrique, le premier réflexe ou la réaction du corps humain, ça va être d'être éjecté. Et donc là, je peux faire une chute, par exemple, sur la tête et avoir des conséquences très graves. Donc ça, c'est un autre type d'accident. Autre type d'accident, c'est les incendies dus à un court-circuit ou à un mauvais serrage de conducteur, par exemple. Donc si je fais un court-circuit, on a dit qu'il y avait un dégagement de chaleur très important. Bah, qui dit dégagement de chaleur, ça peut être la création aussi, le début d'un incendie. Voilà. Et on peut le voir notamment dans le domaine domestique. Hein. Beaucoup d'accidents ou de débuts d'incendie sont dus à l'électricité. Voilà. Ça peut être le fer à repasser qui commence à chauffer et ça prend feu. Le troisième risque, ça va être le démarrage intempestif d'une machine dû à un problème de câblage électrique. Donc sur une machine-outil, s'il y a un mauvais câblage ou un mauvais serrage, ça peut perturber toute la partie commande et faire démarrer la machine alors qu'on ne lui a pas demandé. Donc je vous laisse imaginer si un opérateur travaille et fait une opération mécanique sur l'équipement, on peut avoir un redémarrage avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et le troisième risque connexe qu'on peut citer, c'est l'explosion. Si je fais un court-circuit dans un local à risque d'explosion, bah, ça va être l'étincelle qui fait exploser le local, le bâtiment. Voilà. Donc on a vu, donc au vu de ces risques, il est nécessaire d'être formé, habilité pour réaliser des opérations sur ou à proximité d'installations électriques. Le tout est de définir à partir de quel moment il est nécessaire de disposer d'une habilitation. Alors c'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapos avec le chapitre habilitation. Donc la réglementation définit que le risque électrique est présent si un doigt peut toucher des pièces nues sous tension, en basse tension. Donc si votre doigt peut rentrer en contact avec des pièces nues sous tension, on considère que c'est dangereux et qu'il va falloir être formé et être habilité. Donc ça, c'est l'exemple de la basse tension. Donc on a pris un exemple très imagé, très concret pour tout le monde, c'est la prise de courant. Donc concrètement, si ma prise de courant est fixée sur le mur, mon doigt ne peut pas toucher de pièce sous tension, donc ce n'est pas dangereux, je peux l'utiliser sans être formé, sans être habilité. Et c'est ce qui se passe dans le milieu domestique et c'est ce qui se passe dans le milieu professionnel. Je peux brancher mon ordinateur, ma cafetière au travail, sans être habilité. Par contre, si maintenant ma prise, alors je vois que je passe en rouge, ouais, je Oui, bonjour, c'est Stéphane Chaumont. Je prends le relais puisque Damien Lecam, a priori, a un problème de son. Donc, j'espère qu'il va revenir. Donc, je pense que vous m'entendez. Damien est en train de vous expliquer donc, que lorsqu'une prise de courant a été arrachée, eh bien, si on a accès aux éléments conducteurs, tels que vous pouvez le voir sur cette image, eh bien, on peut rentrer en contact avec l'élément conducteur, puisque avec un doigt, je peux toucher les éléments conducteurs. Donc ça, c'est dans le cadre de la basse tension qui sera définie après. Ensuite,
Donc en haute tension, on a à peu près le même principe. Donc en haute tension, pareil, on va alors, je vois qu'il y a un message. Donc, est-ce que vous pourriez éventuellement lever le doigt pour dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Parce que là, a priori, nous avons un problème de réseau. Ah, Damien, tu es revenu. Donc, si tu peux reprendre la main. J'ai repris la main. Si tu Excusez-moi. peux Très bien, Damien. C'est les Voilà. paramètres informatiques parfois qui sont bloquants. Donc voilà, donc la prise de Voilà. courant est arrachée du mur. Donc là, on a des pièces sous tension accessibles. C'est dangereux. Et pour m'approcher de cette prise, il va falloir être. Ah, on a encore Il perdu va falloir être Damien. formé Ah, voilà, et Damien, on habilité. t'avait perdu. Alors Stéphane, si tu veux reprendre la main, il va falloir que tu de ton micro. Pour la haute tension, Alors, j'espère. Ah oui, j'ai pas activé. donc pour la haute tension, on a le même principe, sauf qu'on ne parle plus de doigts, on parle de tournevis. Et concrètement, si mon tournevis peut rentrer en contact ou rentrer dans un équipement haute tension, c'est dangereux. Il va falloir être habilité et formé pour accéder à ces équipements haute tension. Voilà. Donc tout à l'heure, on va vous expliquer ce que c'est la basse tension et la haute tension. Voilà. Excusez-nous pour les petits problèmes de son. Pour l'habilitation, donc on a bien vu, s'il y a un risque électrique, il faut être formé et habilité. Donc l'habilitation électrique signifie que l'employeur autorise le travailleur à réaliser des opérations dans une zone potentiellement à risque, comme on vient de le voir précédemment. Donc avant de délivrer une habilitation, pour accéder notamment au risque électrique, aux zones à risque, il faut que l'employeur vérifie certains points. Le premier point, c'est la qualification. Donc l'employeur doit vérifier que, par exemple, si je prends l'exemple d'un électricien, l'employeur doit vérifier que l'électricien a les compétences, les connaissances techniques pour réaliser des opérations. Donc, est-ce qu'il connaît la couleur des conducteurs? Est-ce que l'électricien sait comment fixer une prise au mur? Est-ce qu'il connaît les différentes sections de câbles? Donc ça, c'est à l'employeur de vérifier si l'électricien est bien qualifié. Le deuxième point que l'employeur doit vérifier avant de délivrer l'habilitation, c'est la formation. Voilà. Donc, la formation doit passer obligatoirement par deux phases. La formation, telle que c'est décrit dans l'article du Code du travail-10, avec une partie théorique en salle, avec une partie évaluation, et une partie pratique qui doit se réaliser sur le lieu de travail du salarié, du travailleur, pour que le formateur puisse évaluer les connaissances risque électrique de chaque travailleur. Voilà. Donc les durées de formation dépendent du niveau d'habilitation et c'est à l'employeur d'organiser la formation et de la financer. Voilà. Donc une fois que l'employeur a vérifié les compétences techniques, qu'il a envoyé son agent, son salarié en formation avec une partie théorique, une partie pratique sur ces installations, il va pouvoir le désigner et donc délivrer un titre d'habilitation qui va le désigner à pouvoir réaliser des opérations qu'on appelle d'ordre électrique ou des opérations d'ordre non électrique. Voilà. Donc on a représenté ça avec trois piliers. Avant d'habiliter, il faut la qualification technique, la formation, et après je désigne via l'habilitation. Voilà. Donc on va pouvoir rentrer un peu dans le détail des différents symboles d'habilitation. Donc à savoir, un symbole d'habilitation est composé de trois parties, trois caractères, donc qui peuvent être des chiffres ou des lettres en fonction de ce que l'opérateur va réaliser. Le premier caractère, c'est le domaine de tension.
Donc le domaine de tension, premier caractère, on va retrouver soit un B pour la basse tension, soit un H pour la haute tension. Voilà. Donc ça, c'est le premier caractère d'un symbole d'habilitation. Le deuxième caractère, ça va être la fonction que je vais avoir dans l'entreprise, c'est-à-dire le type d'opération que je vais réaliser. Donc on va retrouver des chiffres ou des lettres en fonction de l'opération que je peux réaliser. Et le troisième caractère, ça peut être un V comme voisinage, qui va indiquer qu'on a le droit de travailler à proximité d'une installation à risque. Donc, je vois qu'il y a quelques problèmes de coupure de son. Donc, ce webinaire est enregistré et on va pouvoir vous le diffuser ultérieurement pour que vous puissiez avoir l'intégralité du contenu. D'accord? Il y aura également des documents qu'on pourra télécharger à la fin, on vous l'expliquera. Donc, le symbole d'habilitation, 3 caractères qui peuvent être des chiffres ou des lettres en fonction de ce que je vais réaliser. Donc, premier caractère, on a vu basse et haute tension. On définit ensemble ce que c'est la basse tension. Donc la basse tension, hein, il y a des critères qui sont définis pour dire qu'en dessous de 1000 volts, donc entre 50 et 1000 volts, nous sommes en basse tension. Basse tension, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent sur ces installations devront avoir un titre d'habilitation, un symbole, qui commence par la lettre B, comme basse tension. En dessous de 50 volts, on est en très basse tension, c'est couvert par la lettre B. Pour la haute tension, donc la haute tension, il y a 2 domaines, la HTA, HTB, donc HT comme haute tension, et la lettre A et B, c'est juste pour donner des catégories. Donc de 1000 à 50 000 volts, on est en HTA. Au-dessus de 50 000 volts, nous sommes en HTB. Donc les personnes qui travaillent sur ces installations haute tension devront avoir un symbole qui commence par la lettre H. Voilà. Donc on va faire un petit exercice via le chat. D'après vous, les installations qui sont en image sur votre écran, c'est plutôt de la basse tension ou de la haute tension? Voilà, donc je vous invite à écrire ça sur la partie de chat. Pour vous, les images qui sont représentées à l'écran, c'est de la haute tension ou de la basse tension? Alors, je peux voir basse tension, je peux voir haute tension. Il y a les deux. Il y a les deux. Alors voilà, c'est très intéressant. Vos réponses sont très intéressantes. Donc là, ce qu'on peut voir sur l'écran, hein, si je commence par la gauche, réfrigérateur, lave-linge, on est alimenté généralement en 230 volts. Donc 230 volts, on est bien dans cette zone-là, donc en basse tension. Ensuite, si je fais un focus également sur une baie informatique, sur les prises de courant ou les éclairages, pareil, c'est ce que je vais retrouver à la maison. Maison, on est sur du 230 volts. Voilà, généralement 230 volts, donc on est en basse tension, BT. Voilà. Ensuite, on a mis d'autres exemples du milieu industriel. Voilà. Et ben, milieu industriel, on est également en basse tension avec des valeurs qui sont entre 230 et 400 volts, généralement. 230 et 400 volts, on est également en basse tension. Donc les gens qui travaillent sur ce type d'armoire électrique, ils ont un symbole qui commence par la lettre B. Pareil pour ces installations ici, on est en 400 volts maximum, donc symbole qui commence par un B. Et le dernier, on est sur une installation de type tramway. Donc là, on est sur du continu. Généralement, ça peut être du 700 volts, par exemple. Donc on va être aussi sur une installation basse tension. Ici, on vous a mis des exemples d'installations haute tension. Donc on peut voir, voilà, donc on peut voir de la HTA sur l'image de gauche. Donc là, on est sur des installations, généralement, on va retrouver ça à l'entrée,
C'est le début de l'installation électrique de mon entreprise. Donc, si j'ai une grande usine de fabrication, je vais avoir un poste haute tension. Bon, je peux en avoir plusieurs, mais on va avoir un poste haute tension au début qui va après baisser la tension en 400 volts pour la distribuer dans toute mon entreprise. Si j'ai un grand site industriel avec plusieurs bâtiments, on peut avoir plusieurs postes haute tension dans, dans mon entreprise. Voilà. Et pour les très grosses entreprises, celles qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, on va être en HTB, plus de 50 000 volts. Et donc là, c'est RTE ou EDF qui alimente directement les entreprises. Voilà, donc là, on est branché directement sur le réseau RTE. Donc on a pu le voir ensemble. La basse tension avec ce qu'on va retrouver à la maison, mais aussi dans mon bureau, symbole B. Et on va retrouver la haute tension, HTA ou HTB, dans les entreprises qui demandent beaucoup d'énergie. Au niveau des... Donc on a défini le premier caractère, la lettre B ou H. Au niveau des opérations, on a plusieurs types d'opérations qui existent. On a les opérations, ce qu'on appelle d'ordre non électrique. Ça parle, hein, opération d'ordre non électrique. J'ai pris quelques exemples. Je vais faire de la peinture dans un local à risque électrique. Je vais monter un échafaudage à proximité d'une installation électrique. Je vais remplacer un extincteur dans un local à risque électrique. Et bien, toutes ces personnes sont classées dans la catégorie opération d'ordre non électrique, mais dans un local ou dans un environnement à risque électrique. Et donc, de ce fait-là, quand je réalise des opérations d'ordre, quand je réalise des opérations d'ordre non électrique, Oui, alors Damien Lecam est déconnecté a priori, donc on va attendre quelques instants, il devrait se reconnecter. Voilà, il revient, donc il va pouvoir reprendre la main sur sa présentation. Donc, le temps qu'il se reconnecte son micro et il va reprendre la main sur sa présentation. Voilà, je pense qu'il va pouvoir reprendre. tac. Damien, je te laisse la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est reparti. Excusez-moi. Damien, je ne sais pas si tu m'entends, mais le son est encore coupé, par contre, il est reconnecté. Damien, on t'entend pas.